Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette présentation Ça marche sur mon browser ou comment déplacer mes environnements de travail dans le cloud. Je suis Stéphane Estegracias, je suis consultant Cloud Native et DevSecOps chez Data Essential au Luxembourg. Je participe également à la veille technologique et avec nos partenaires et aussi en tant que défenseur et promoteur des logiciels libres et open source depuis de nombreuses années maintenant. Aujourd'hui, on va parler de ça marche sur mon browser. Donc comment on arrive à ça marche sur mon browser? Très certainement, vous avez déjà entendu ça marche sur ma machine. Avec les mouvements Cloud Native, DevSecOps, etc., on est arrivé à le déplacer la phrase ça marche sur mon container. Mais ce n'est pas encore la panacée. L'environnement du développeur, lui, peut dériver dans le temps. Qui n'a jamais eu le problème de son environnement de travail qui bug à un moment donné, on essaie de le réparer, on passe des heures à chercher d'où ça vient, on implique nos collègues. Ah tiens, t'as pas vu tel problème un jour? Ah si, bah, tiens, aide-moi. Mais au bout d'un moment, on a perdu du temps, et on a perdu du temps sur la partie essentielle qui est le développement de l'application cliente. Donc, pourquoi ne pas utiliser toutes les techniques Cloud Native, DevSecOps que l'on a utilisées ou que vous utilisez pour déployer vos applications clientes pour les environnements de développement des développeurs. Donc aujourd'hui, je vous présente une solution basée sur deux composants simples. Le premier, code serveur, qui va servir de web IDE pour atteindre l'espace de travail en remote, et Sysbox, qui va être la brique pour construire cet environnement de travail. Et donc ainsi, vous pourrez automatiser, et après la standardisation, standardiser, automatiser et donc industrialiser vos environnements de travail et pouvoir les déplacer dans le cloud. Donc comment on y arrive? Commençons par le premier composant. Premier composant, code serveur en tant que web IDE. Code serveur, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un dérivé de VS Code. Mais avant de comprendre en quoi c'est un dérivé de VS Code, rappelons ce qu'est VS Code. VS Code est un logiciel développé par Microsoft et une communauté de développeurs autour d'un bloc open source, qui est là en jaune au milieu de l'écran, qui s'appelle Code OSS. Cette brique open source, Code OSS, utilise elle-même des modules open source. Ici, j'en ai placé 4, mais il y en a beaucoup plus, pour fixer un petit peu les idées. Donc, principalement, Monaco Editor, qui permet de faire apparaître un éditeur de texte dans VS Code, ce qui est important pour coder. Un deuxième module qui est important aussi pour VS Code, qui s'appelle, qui gère les extensions API. Donc, celui-ci permet de spécifier et de développer des extensions à VS Code. Ensuite, le troisième, langage serveur protocole, LSP, est aussi un composant fondateur de VS Code qui permet de décorréler la gestion du langage de programmation de l'éditeur. Et enfin, pour ceux qui aiment bien taper les lignes de commande, un émulateur de terminal qui est maintenu par XtermJS. Donc à partir de ce bloc open source Code OSS, Microsoft fournit un binaire VS Code à destination des postes de travail, par ordre alphabétique Linux, Mac et Windows. Et donc, ce binaire permet d'avoir son VS Code sur sa machine. Depuis peu, Microsoft a développé des offres commerciales qui permettent de mettre VS Code dans le browser, à savoir GitHub Codespace, et un preview qui est en cours en ce moment, qui est vscode.dev. Je ne sais pas ce qu'ils vont encore faire avec commercialement, mais pour l'instant, c'est disponible en preview gratuitement. À partir de ce même code open source, il existe une solution de script qui permet de fournir un binaire à destination des postes de travail Linux, Mac et Windows, comme VS Code, mais sans le branding Microsoft et sans la télémétrie qui rajoute aussi à VS Code. Parce que faut savoir que dans Code OSS, à partir de Code OSS, VS Code, Microsoft va ajouter des modules propriétaires et de la télémétrie pour savoir ce que fait l'utilisateur et comment lui répondre au mieux. Aujourd'hui, il existe deux solutions qui permettent d'ajouter des modules additionnels à Code OSS pour permettre à Code OSS de fonctionner dans un browser web, à savoir Code Server et Open Code Server. Chacune de ces deux solutions sont maintenues par deux sociétés, respectivement Coder et Gitpod, qui proposent des offres commerciales autour de ce IDE web. L'histoire ne s'arrête pas là.
Il y a dans la fondation Eclipse, donc pour avoir un panorama des web vidéos aujourd'hui sur le marché, open source, Theia de la fondation Eclipse, qui utilise les mêmes blocs fonctionnels que CodeOSS. Donc ça permet à Theia d'être compatible avec toutes les extensions de VS Code. Hein, toutes, presque toutes. Et donc ces extensions, comment on fait pour les installer sur son IDE, qu'il soit sur desktop ou sur le web? Eh bien, aujourd'hui, il existe un marketplace Microsoft qui permet de télécharger uniquement sur VS Code les extensions mises à disposition sur ce marketplace. Effectivement, les conditions générales d'utilisation du marketplace ne permettent pas à d'autres logiciels de télécharger des extensions et de les installer à partir du marketplace. C'est pour ça que la fondation Eclipse a développé un serveur compatible marketplace qui s'appelle OpenVSX, qui permet d'installer un serveur d'extension, soit public, soit local, pour permettre aux dérivés de VS Code, donc à partir de CodeOSS, d'avoir un serveur de marketplace, équivalent au marketplace pour les extensions, donc avec une neutralité du fournisseur. En l'occurrence, la fondation Eclipse met à disposition un serveur public sous openvsx.org. Donc l'équivalent open source du marketplace Microsoft, c'est openvsx.org. Mais comme le module fonctionnel est open source, vous pouvez installer un serveur OpenVSX dans votre infrastructure si vous êtes en premise. Donc à quoi ça ressemble Code Server? Si vous connaissez VS Code, c'est la même chose, sauf que vous le lancez à partir d'une URL d'un browser. Donc vous trouvez les mêmes menus et classiquement les mêmes extensions que vous pouvez utiliser sous VS Code. Mais pas tout à fait les mêmes extensions que VS Code. Comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas utiliser les extensions mises à disposition chez Microsoft, et donc on est obligé d'utiliser le serveur OpenVSX. Parmi les extensions qui sont sur le marketplace de Microsoft, il y en a quelques-unes qui sont propriétaires Microsoft, qui ne tournent pas sous les dérivés de VS Code, comme par exemple LiveShare. Il existe heureusement des alternatives. Ici, j'en ai mis deux qui sont assez équivalentes à LiveShare, Code Together ou Duckly. Enfin, comme vous êtes en train de développer en remote sur un browser, ça veut dire que la payload des choses que vous êtes en train de développer est en remote. Donc si vous développez un serveur web, pour pouvoir accéder à ce serveur web en local chez vous, vous avez besoin d'exposer les ports de ce port de service à partir de l'URL de code serveur. Et donc pour ça, il y a deux solutions possibles. Soit vous utilisez une URL avec un sous-domaine, le numéro du port que vous voulez exposer, point, le SQDN du service où code serveur tourne, ou en utilisant des chemins proxy ou appsproxy/port en fonction de l'application visée. Donc entrons dans notre bac à sable pour aller faire une première démo de code serveur. Ici, on a une machine qui est sur une VM distante. Là, pour la démonstration, j'ai rien mis. D'habitude, je fais des démonstrations en mettant tout sur la machine. Là, j'ai fait exprès pour la démonstration de tout mettre en remote, donc avec le risque d'avoir des problèmes de connectivité que j'ai eu juste avant la présentation. Et donc dessus, j'ai installé Code Server. Comment on installe Code Server? Très simplement, il y a un script qui permet d'installer directement à partir de la ligne de commande le package qui correspond à votre poste de travail. Je configure Code Server en lui indiquant sur quel port je veux écouter sur l'interface externe de ma machine. Ici, le port 8000. J'utilise des certificats TLS pour sécuriser la connexion entre mon poste et cette machine distante. Et enfin, je lui indique le nom de machine complète pour pouvoir utiliser la première notation de port pour exposer les ports distants. Enfin, j'indique sur le service systemd correspondant à Code Server les URL openvsx.org pour utiliser le serveur public mis à disposition par la fondation Eclipse. Et enfin, j'active le service pour l'utilisateur local de ma machine distante. Donc voyons à quoi ça correspond en lançant ce code serveur sur ma machine distante. Donc ici, je suis sur code serveur avec l'URL que j'ai indiqué tout à l'heure, et on retrouve les mêmes interfaces que dans un VS Code standard. Je peux naviguer dans des fichiers, je peux me balader dans les menus, installer des extensions. Ici, j'en ai installé 4 qui vont me servir dans les présentations suivantes. Donc je ne vais pas rester très longtemps sur cette présentation-là parce que je vais utiliser uniquement cette interface pour faire les démos suivantes. Et bien sûr, pour accéder au shell, vous pouvez directement avoir un shell comme sur machine. Donc ici,
Pour bien comprendre, je ne suis pas sur ma machine, mais je suis bien sur la machine distante qui s'appelle Playground. Vous voyez. Et si je regarde quel type de machine c'est, donc où suis-je et dans quelle étagère, je suis une machine VMware. Donc je suis bien en distant. Revenons au slide. Donc là, je viens de vous présenter Code Server, la première brique pour pouvoir déplacer vos environnements de travail dans le cloud. La seconde brique, Sysbox, qui permet de standardiser vos espaces de travail. Donc avant de vous expliquer ce qu'est Sysbox, je vais vous faire un bref et simplifié, un historique simplifié de la vie des containers sous Kubernetes. Pourquoi? Parce que Sysbox, de la société Nestybox, vient s'inclure dans un panorama, un écosystème où il y a déjà pas mal d'acteurs. Donc, où est-ce que ça s'insère dans l'histoire? Donc, revenons au début de Kubernetes. Kubernetes, à l'époque, déléguait la gestion des containers directement à Docker. Très rapidement, avec les acteurs du marché autour des containers, Docker, CoreOS et d'autres ont décidé de normaliser l'interface de gestion des containers sous Linux sous l'initiative Open Container Initiative pour définir comment fonctionne un container et quel est le format des images des containers pour pouvoir faire tourner ces images. Et donc est née la spécification OCI pour ça et le Container Runtime Runc pour gérer cette spécification. Ensuite, Kubernetes, au début, ne gérait que Docker pour faciliter l'intégration de nouveaux gestionnaires de containers. L'équipe de Kubernetes a décidé d'implémenter une interface aussi, qui s'appelle Container Runtime Interface, qui permet ici, à l'époque, à Rocket, de s'interfacer avec Kubernetes pour faire tourner des containers au format Rocket. Donc chacun des deux modules, Rocket et Docker, doivent implémenter une couche d'adaptation entre leur manière de gérer leurs containers et l'interface CRI. Et ainsi, Raclette et Dockershim sont nés pour pouvoir gérer cette interface. Aujourd'hui, l'écosystème est différent et le suivant. On a Containerd et Cryo qui sont arrivés sur le marché et on a deux visions différentes. Cryo qui permet une interface native à l'interface CRI de Kubernetes et Containerd qui est compatible à la fois Kubernetes avec un plugin CRI dédié et avec le Docker. Et toujours avec objectif d'utiliser la spec d'interface OCI pour le bas pour déléguer le spawning et le running des conteneurs à Runc. Je complique encore un peu l'image. J'ajoute maintenant toutes les collections d'outils que vous pouvez avoir en ligne de commande, comme le fameux Kube Control, Cry Control, Docker, la ligne de commande, un équivalent à la ligne de commande Docker qui a été développé récemment, Nerdy Control, et Podman. Donc, je n'ai pas mis tout l'écosystème des applis qui existent aujourd'hui, j'en ai mis que quelques-unes pour fixer un peu les idées. Donc, à partir de cette interface OCI spec au milieu, entre donc, le gestionnaire des containers et le container runtime, il a apparu des nouveaux acteurs sur le marché. Là, j'en ai mis deux en particulier qui targetent la sécurité, donc isoler la workload des containers vis-à-vis de la machine hôte, donc avec deux solutions possibles. Donc avec JVisor, l'isolation se fait de manière applicative, donc avec un logiciel qui simule les syscall kernels pour les trapper vis-à-vis du container, ou Kata Container qui lui crée une micro-VM pour isoler la workload du container de la machine hôte. Où est Sysbox? En fait, Sysbox, on laisse un peu de place entre Runc et JVisor pour accueillir Sysbox. Donc, après cette explication, vous voyez que Sysbox est un container runtime compatible OCI spec qui permet de faire tourner des containers sous Linux. Mais en quoi il est différent? Sysbox, d'abord, qu'est-ce que c'est? Sysbox est un logiciel open source développé par la société Nestybox et qui donc, comme on vient de le voir, fonctionne sous Kubernetes, Docker et donc Cryo, Containerd. Et donc ça veut dire, bonne nouvelle pour vous, et pour moi aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre de nouveaux outils. Tous les outils que vous utilisez aujourd'hui vont pouvoir être utilisés pour utiliser Sysbox derrière. Quels sont les principes clés de Sysbox?
Il y en a deux principaux que je voulais relever aujourd'hui. Le premier, la sécurité, donc l'isolation de la workload du container vis-à-vis de la machine hôte, en utilisant les user namespace Linux, en lançant les containers en mode non privilégié, donc aussi nommé rootless, et enfin, de loquer tous les points de montage de la machine hôte au démarrage du container. Donc ça veut dire que quelqu'un qui aurait accès au container Sysbox ne veut pas ajouter des points de montage sur la machine hôte, une fois lancé. Et une deuxième partie, qui là nous intéresse aujourd'hui pour la partie génération des environnements de développement, la gestion des workloads, qui peut être exactement les mêmes workloads que celles que vous faites tourner sur une machine physique ou une VM. Donc ça veut dire que le container lancé par Sysbox se comporte comme une VM. Attention, le se comporte est important, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tourner une VM, mais on fait tourner tous les services qu'une VM peut supporter dans un container. Et ceci sans image complexe à décrire, sans entry point tarabiscoté et sans point de montage spécifique pour faire fonctionner ce container. Donc pour tous ceux qui ont essayé de faire marcher Docker in Docker ces dernières années, comprennent ce que je vais dire. Et donc, Sysbox, qu'est-ce que c'est si on le résumait en une seule phrase? Donc Sysbox, c'est un gestionnaire de conteneurs de système. Il permet de faire tourner n'importe quel payload qui tourne sur une VM ou une machine physique. Donc, entre autres, systemd, Docker, Kubernetes et toutes les applications legacy que vous pouvez faire tourner aujourd'hui sur votre machine Linux. Et ceci de manière transparente et sécurisée. Donc prenez un exemple. Ici, sur ma machine hôte, j'ai installé Docker, j'ai préconfiguré Sysbox, et dans le container, je vais zoomer dans le container, dans ce container, je vais faire tourner Docker. Donc ça correspond à ceci. Donc dans l'image du container qui fait tourner, qui est tourné par Sysbox, j'ai installé Docker. Ça veut dire que dans les containers à l'intérieur de ce container, donc que j'ai nommé ici inner container, donc je vais les appeler plus tard les containers internes, ces containers internes sont complètement isolés de la machine hôte. Ça veut dire que quand je fais un Docker build sur cette machine, j'ai aucun problème de sécurité ni de configuration à prévoir. Soyons un peu plus fous, on peut monter un cluster Kubernetes directement dans Sysbox en montant 3 containers qui vont jouer le rôle d'un nœud Kubernetes, ici 3 nœuds avec un nœud master et 2 nœuds worker, qui permet au cluster Kubernetes de faire tourner sa payload de pod dans les containers internes. On verra dans la démo quelques exemples. La même chose, donc là on a vu avec une machine hôte de type Docker, mais vous pouvez faire la même chose avec un nœud d'un cluster Kubernetes. Ici, je suis sur un nœud d'un cluster Kubernetes, et je vais faire tourner les mêmes images que celles que j'ai décrites tout à l'heure. Donc je peux faire du Docker in Kubernetes, donc je peux faire tourner Docker directement dans mon cluster Kubernetes. La même chose, je peux faire tourner Kubernetes dans Kubernetes. Donc là, on devient en Inception, on est en train de faire tourner du Kubernetes dans Kubernetes de manière sécurisée et transparente, sans que l'utilisateur sache qu'il est dans un container. Et donc ça veut dire que les payloads du cluster Kubernetes, ici, des pods Kubernetes, fonctionnent dans les containers internes. Donc, vous allez me dire, mais à quoi ça peut bien servir tout ça? C'est l'air compliqué, on est en train de faire le Inception au niveau de cube et des containers. À quoi ça peut servir? Premièrement, il y a beaucoup de cas qui peuvent servir sur les pipelines de CI/CD. On pense tout de suite la construction d'images sécurisées. On a possiblement un runner de CI/CD qui tourne sur un Docker, Docker Swarm ou autre, ou un Kubernetes. Et dans un pod ou dans un container qui exécute le stage d'un pipeline, vous pouvez lancer l'équivalent de ce que vous avez dans une VM habituellement, donc à savoir un Docker pour fabriquer vos images. Mais vous pouvez aussi déployer un cluster Kubernetes, Nomad, Docker Swarm ou Docker Compose, pour tester vos configurations, pour la partie test unitaire, voire même des déploiements. Vous pouvez aussi déployer des clusters Kubernetes rapidement pour vos développeurs qui ont leur propre environnement de développement containerisé. Et on verra ces deux points dans la démo finale. Et nous, chez Data Essential, on utilise cette plateforme pour que nos clients puissent se connecter via une interface simple pour pouvoir tester, expérimenter toutes les technologies qu'on essaie de leur vendre. Et ça permet aussi de faire du training et du workshop et des démos facilement pour chacun des collègues.
Il existe deux versions de Sysbox, une version open source, comme je l'ai dit tout à l'heure, Community Edition, et une version Enterprise Edition. Je vous laisse voir sur leur site internet nestybox.com les différences majeures entre les deux versions. Forcément, il y a une version limitée en version open source et une version Enterprise payante pour accéder à des fonctionnalités avancées. Voyons maintenant, je vous ai parlé un peu de tout ça, comment ça marche en retournant dans notre bac à sable, donc la même machine sur laquelle je travaillais tout à l'heure, à savoir ma machine Playground, sur laquelle j'ai déjà installé code serveur. J'ai installé maintenant Docker, Containerd et Sysbox. Donc pour installer Sysbox, comment ça se passe? J'installe le package Debian correspondant, donc apt install le package. Je configure Docker pour lui indiquer qu'il y a un nouveau runtime qui existe sur cette machine, à savoir Sysbox runC. Et enfin, comme ce nœud n'est pas voué à faire partie d'un cluster Kubernetes, j'ai désactivé le plugin CRI de Kubernetes. Pour utiliser ce nouveau runtime, il faut une image. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'apprendre de nouveaux outils. Donc ça veut dire que tous les outils que vous utilisez aujourd'hui pour fabriquer vos images, donc par exemple via un Dockerfile, vous pouvez les utiliser. Donc là, j'utilise un système Ubuntu sur lequel j'ai installé les composants d'un système minimal, donc systemd et tous ses dérivés, sudo, etc. J'y ajoute un utilisateur local, admin, et comme entry point, le point d'init de systemd. Il y a juste une petite subtilité liée aux signaux, parce que systemd ne capture pas le stick term normalement. À partir de cette image de base, vous pouvez construire tous vos environnements de développement. Donc par exemple ici, un environnement de développement où on a besoin de Docker pour pouvoir faire des constructions d'images. Donc à partir de la base que je viens de présenter, j'ajoute l'installation de Docker. Je peux aussi installer un serveur SSH pour pouvoir exposer le port 22 comme sur une VM classique. Pour pouvoir lancer cette image, utiliser la commande classique que vous utilisez habituellement, Docker run et le nom de l'image. Il y a juste à ajouter le paramètre runtime Sysbox runC pour pouvoir indiquer à Docker d'utiliser runC comme container runtime. La même chose ici, pour pouvoir fabriquer le cluster dont j'ai parlé tout à l'heure, Kubernetes, il existe une image fournie par Nestybox qui contient Docker et KubeADM. Donc vous pouvez construire votre cluster Kubernetes avec KubeADM comme si vous le faisiez avec des VM, mais au lieu de ça, vous utilisez des containers sous Docker. Voyons ce que ça donne. Donc là, je vais ouvrir le même code serveur que tout à l'heure. Donc sur ma machine, j'ai mon shell. Donc je vais lancer Docker Run avec l'option Nestybox et l'image qu'on a vue ensemble tout à l'heure. Et là, je vois démarrer une VM. Mais je suis dans un container. J'ai un prompt de login. Et donc, pour vous montrer où suis-je, c'est écrit comme ça, et dans quelle étagère, je lance cette commande et on voit que je suis dans un container virtualisé de type container. Donc je ne suis pas dans une VM. Par contre, si je regarde le statut de systemd, je vois tout un environnement qu'une VM pourrait faire tourner, à savoir tout ce que j'ai configuré tout à l'heure, plus Docker et SSH. Et donc, si je veux faire tourner Hello World, sans problème, c'est bon, on a le Hello World qui tourne. Et donc je vais lancer mes commandes Docker PS et voir que j'ai mon container qui a tourné correctement. Et même je peux utiliser le code serveur pour avoir le container qui tourne ici. Et comme c'est une VM, je peux faire un shutdown. Non, c'est pas une VM, ça se comporte comme une VM, n'oubliez pas. No. Et là, mon container est éteint. Et donc ici, je peux faire un remove. Hop, et voilà. Donc ici, c'était Docker in Docker, mais on a aussi Docker in Kubernetes. Si je fais un Docker PS au niveau de cette machine, donc je suis là sur la machine haute sur laquelle j'ai installé Docker et Sysbox, Docker PS peut-être que je mette. Donc ici, je vois 3 nœuds de mon cluster Kubernetes. Et si je fais un kubecontrol get nodes, je vois ici mon cluster Kubernetes qui tourne, get pod, et donc un cluster Kubernetes classique disponible ici. Je reviendrai tout à l'heure dans le dernier exemple
pour rentrer dans ce cluster Kubernetes. Donc vous voyez, facilement, on peut déployer des environnements complexes à partir de Sysbox sans avoir de configuration compliquée à décrire. On peut faire la même chose avec cluster Kubernetes. Donc ici, je change de machine hôte. Là, j'étais tout à l'heure sur une machine où j'avais que Docker installé. Ici, j'ai un cluster complet 4 nœuds avec un nœud master et 3 workers sur lequel j'ai installé CRI-O et Sysbox. Donc pour pouvoir installer Sysbox sur un cluster Kubernetes, très simple, il suffit d'ajouter un label sur les nœuds workers sur lesquels je veux faire tourner le runtime Sysbox, et j'ajoute quelques manifestes pour pouvoir déployer Sysbox sur la machine hôte et ajouter un runtime class correspondant. Donc là, j'ai décidé de déployer Sysbox sur mes 3 nœuds, et j'ai un nouveau runtime class Sysbox runC sur le cluster Kubernetes. Pour pouvoir déployer un pod de type Sysbox, il y a juste une notation supplémentaire à ajouter pour indiquer au pod d'utiliser Sysbox runC comme runtime, au lieu de runC par défaut, et indiquer à CRI-O de mapper les user namespace Linux entre la machine hôte et les containers lancés. Et à partir de ce fichier, vous avez juste à utiliser kubectl pour appliquer ce fichier et obtenir la même chose que je vous ai montré tout à l'heure dans Docker, mais ici dans Kubernetes. Et la même chose que tout à l'heure, vous pouvez retourner un cluster complet Kubernetes dans Kubernetes en instanciant des pods avec la même image que tout à l'heure et construire votre cluster Kubernetes grâce à QDADM. Maintenant, allons un cran plus loin. Je vais mettre à disposition, donc sur la gauche, pour bien resituer, pour les gens qui ont été peut-être perdus jusqu'à cette aventure, donc ici, on est où dans la série? Donc, rappel des épisodes précédents, on a sur la machine hôte à gauche un nœud d'un cluster Kubernetes sur lequel j'ai installé Sysbox, et Sysbox peut faire tourner des workloads qui ressemblent à des VM. Donc, je mets à disposition un cluster Kubernetes à 3 nœuds, donc 3 pods qui tournent et qui fabriquent un cluster Kubernetes, et ensuite un autre pod sur lequel j'ai installé code serveur, Tilt et Docker pour permettre aux développeurs de s'y connecter en remote. Donc l'environnement ici permet aux développeurs de se connecter à code serveur à l'intérieur d'un container Sysbox, donc isolé de la machine hôte, et qui fait tourner un environnement de type système. Donc ça veut dire que si le développeur veut envie de faire tourner une base de données localement avec un service systemd, il peut. S'il veut faire tourner un service postfix, il peut, sans problème. S'il veut construire une image, Docker, avec un Dockerfile, il peut. Le déployer sur le cluster Kubernetes sur lequel, à gauche, enfin au milieu, il peut le faire. Donc voyons ensemble comment ça marche. Donc ici, pour pas vous perdre, donc ici c'est un peu comme dans Inception ou dans Matrix, on va prendre la pilule rouge ou bleue et on va être soit à gauche pour la première ligne, donc Open Terminal dans le host, donc on va se connecter sur le nœud master du cluster externe, et ensuite, avec le deuxième point, je vais me connecter directement sur code serveur via l'interface web pour pouvoir entrer dans le container de droite. Donc commençons donc par entrer dans le terminal de la machine hôte, donc qui est le nœud master du cluster Kubernetes externe. Donc ici, si je fais un cube stl getPods, on voit les 4 nœuds. Le premier nœud qui est le nœud Sysbox qui correspond à l'environnement de développement contenant Coder, Tilt et Docker, et les 3 autres nœuds, c'est pas des nœuds là, c'est des pods, mais c'est les nœuds du cluster en fin de compte qui permettent de faire tourner le cluster Kubernetes. Et donc, du point de vue de code serveur, donc ici je vais maintenant rentrer dans code serveur dans un container Sysbox tourné par un Kubernetes externe dans lequel je fais tourner code serveur. Et donc ici je suis sur l'interface de code serveur qui est là-dedans. Et donc ici j'ai ouvert une application Python en Flask qui ne fait que exposer un service web de type index.html avec un fichier index.html qui est là. Donc c'est un fichier très simple qui expose juste une seule image et qui met un texte hello.
Et enfin, j'utilise un Dockerfile qui permet de construire une image qui intègre cette application Flask plus le fichier index.html. Un fichier de déploiement Kubernetes qui permet de déployer un déploiement et donc le pod qui utilisera l'image que je vais construire. Et pour éviter aux développeurs à savoir ce que c'est que Kubernetes et savoir comment déployer en temps réel toutes les ressources et les mises à jour en temps réel, j'utilise Tilt qui va faire tout ça pour moi. Donc le développeur il a juste besoin de taper une seule commande, Tilt up. Habituellement sur une machine en local, sur sa machine workstation, on ne met que Tilt up et le port est ouvert en local. Mais ici, rappelez-vous, je suis obligé d'exposer le port à l'extérieur du container. Donc c'est pour ça qu'ici, je mets le host AnyHost et un port ici 8001. Donc je lance Tilt up. Ici, je peux streamer les logs directement pour voir la progression de ce qui se passe. Donc là, il est en train de construire l'image et la déployer sur le cluster Kubernetes. L'image est déployée. Et maintenant, l'application tourne. Donc, vous voyez bien l'application Flask qui tourne avec HelloCats qui correspond au message que j'avais ici. Et donc, je peux ouvrir l'interface graphique de Tilt, sur laquelle je retrouve exactement les mêmes logs que tout à l'heure. Donc là, la présentation n'est pas dédiée à Tilt, mais si vous ne connaissez pas cet outil, je vous renvoie vers tilt.dev, qui est vraiment un outil qui aide vraiment grandement les développeurs. Et j'ai utilisé ici l'URL dont on a vu tout à l'heure, code serveur. Donc j'ai exposé le port sur le port 8001. Donc sur le port 8001 du container sur lequel tourne code serveur. Donc c'est 8001. Le même URL que code serveur de tout à l'heure. Et donc pour simplifier la vie du développeur, j'ai aussi ajouté dans le tilt file l'URL de l'application résultante. Et donc ici, je retrouve mon application qui affiche des chats. Donc il paraît qu'il faut mettre des chats dans chaque présentation pour être dans le mood, donc c'est pour ça que j'ai mis des chats. Mais habituellement, c'est des photos, mais moi, je préfère les dessins. Et donc, ici, le développeur peut, en temps réel, changer le code de son application et voir le résultat directement dans l'interface web correspondante. Donc là, je vais mettre, à la place de chat, je vais mettre DevOps IDE. Je s'ouvre. Vous voyez en bas que l'image est reconstruite et redéployée sur le cluster Kubernetes. Et si je mets ici et je rafraîchis, j'ai directement le changement effectué. Je peux faire la même chose, donc là qu'ici c'était la payload du fichier HTML, mais je peux aussi changer le code ici, directement de l'appli Flask. Tilt va tout faire pour moi pour mettre à jour ce qu'il faut. Et donc ici, je vois le message qui change, et on peut voir la même chose ici, dans l'interface graphique de Tilt. Voilà, donc ici, on a fait tourner un environnement complexe pour le développeur et on a mis à disposition un cluster Kubernetes pour ce développeur. Donc on peut imaginer qu'on peut faire la même chose et dupliquer ça et mettre à l'échelle pour plusieurs développeurs. Donc on vient de voir comment standardiser, puis grâce à vos outils que vous utilisez aujourd'hui pour déployer vos applications clientes, automatiser et donc industrialiser vos environnements de développement grâce à deux composants simples qui sont code serveur et Sysbox pour pouvoir déplacer vos environnements de travail dans le cloud. Voilà, donc j'ai laissé un peu plus de temps pour les questions, parce que je ne sais pas si tout le monde a tout suivi l'histoire. J'ai essayé de répéter un petit peu au moment donné où il fallait bien mettre le point. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez me contacter, mon alias c'est Seftegra, que ce soit sur GitHub, LinkedIn, Twitter et Medium, j'ai le même alias. Voilà, merci. Et donc je tiens aussi à remercier tous mes collègues de Data Essential et toute l'organisation du DevOps IDE pour avoir organisé cette journée et mes collègues pour m'avoir aidé à tester cette présentation. Merci. Il y a une question devant, je crois. Merci pour votre talk. Je voudrais savoir si côté sécurité, est-ce qu'il faut un VPC, un VPN ou alors, on peut s'en sortir autrement? Alors aujourd'hui, comme je montrais ici, pour avoir accès au nœud de code serveur, j'utilise, là je ne l'ai pas montré et je ne l'ai pas activé, mais j'utilise souvent une API Gateway Zero Trust Network. Donc en fait, j'utilise un OIDC, par exemple celui de Google,
pour pouvoir me connecter sur cette API Gateway et relayer le trafic de cette API Gateway vers code serveur. Et donc, toutes les techniques que vous pouvez voir sur un cluster Kubernetes, vous pouvez les appliquer aussi sur cet environnement de travail pour sécuriser l'accès à cet environnement. Plus de questions? Moi, j'ai pas été aussi clair que ça. Vous avez d'autres questions? Ou tout le monde était perdu et c'est la fin de la journée et tout le monde est fatigué? Ah, une question? Le micro? Est-ce que vous avez un projet qu'on peut utiliser pour repartir en fait, parce qu'au final il y a beaucoup de choses à setup et déjà partir sur une expérimentation où tout est fait vu que vous avez déjà fait un projet Hello World, enfin je vais dire quasi Hello World. Oui, alors c'est prévu. Pour l'instant, c'est tout dans un GitHub privé. Je vais faire le ménage sur ce projet et mettre à disposition et sûrement écrire des blog posts sur le sujet pour chacune des étapes que j'ai montrées là, sur plusieurs blog posts d'ici la fin de l'année. Je me mets ça comme défi, mais la fin de l'année, ça va aller vite. Et donc, n'hésitez pas à me relancer si vous voulez avoir accès à ce genre de choses, mais je vais, oui, le mettre à disposition. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. L'outil Sysbox est assez neuf et il n'y a pas encore beaucoup de communauté autour qui explique comment ça fonctionne. Donc j'ai utilisé cette opportunité aujourd'hui pour présenter Sysbox à une communauté plus large. Merci. Encore une question? Devant? N'hésite pas si les autres sont timides. C'est encore moi. Au niveau consommation de tout ça, parce que à force de virtualiser, et de... Bah là, l'avantage par rapport à une VM, on n'a pas toute la workload de virtualisation hardware qui tourne. On a uniquement un container sur lequel on fait tourner des applications qui habituellement tournent sur une VM. Donc en fait, au lieu de virtualiser virtualiser tout le hardware, donc avoir un OS sur l'OS, là, Sysbox a pris le parti de virtualiser l'OS de la machine hôte directement. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le même principe qui est utilisé par LXC et LXD, mais LXC et LXD, à part des expérimentations pas bien supportées, ne fonctionnent pas sous Kubernetes. Mais ce que je veux dire par rapport à une machine développeur. Pour la machine développeur, le delta, il est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites tourner que les applications nécessaires sur la machine, sur l'image de gauche, non, de droite. Donc uniquement Coder, Tilt et Docker. Donc la charge supplémentaire, c'est uniquement ces trois applications. Plus le layer Sysbox, mais qui est très léger, comparé à gvisor, par exemple, si vous connaissez. Donc au niveau de l'isolation, on est proche de ce que fait gvisor, mais on est beaucoup plus rapide et plus léger. Donc on a une ressource utilisée sur le système qui est très proche du bare metal ou d'une VM en fonction de la machine ciblée. Ce que je veux dire, c'est par rapport entre juste avoir son desktop, avoir des applications, et avoir le desktop pour piloter ça, et le cloud. Est-ce qu'on ne gagnerait pas en avoir un desktop plus léger, du coup? Exactement. Donc et avoir du cloud à la demande qui n'est pas forcément limité tout le temps, quoi. Effectivement, c'est exactement le principe. Donc si je reprends un des premiers slides que j'ai montré tout à l'heure, sur la dérive des configurations utilisateurs, effectivement, on est dans ce cas-là aujourd'hui. On est là. Très souvent, la dérive des configurations utilisateurs, au lieu de perdre son temps à développer sur sa machine locale et essayer de se débrouiller tout seul, on peut utiliser les mêmes équipes Ops qui déploient les systèmes pour vous, habituellement pour la partie cliente, pour aussi déployer vos environnements de développeurs. Et avoir accès à des ressources quasi infinies si vous êtes dans le cloud, ou on-premise si vous utilisez des serveurs locaux, mais avec des capacités beaucoup plus grandes que ce que vous pouvez avoir sur un laptop, par exemple. Donc si vous avez besoin de 4 GPU, vous avez besoin de 56 Go de mémoire ou je ne sais pas quoi, si vous voulez demander en demande, donc comme vous utilisez aussi tous les mêmes outils Kubernetes, vous pouvez fabriquer des environnements dynamiquement
avec du GitOps, quelles que soient les options que vous avez en tête, pour pouvoir déployer automatiquement et dynamiquement des environnements de travail. Merci. Ok. Très bien. Merci à tous et bonne fin d'idée.